Vous êtes un astronaute à bord de votre vaisseau. Vous parcourez l'univers depuis des années, des dizaines d'années, sans ne jamais rien avoir rencontré de nouveau, de surprenant. Vous avez quitté vos amis, votre famille depuis un long moment déjà, et vous errez, en vous éloignant toujours plus de l'astre qui vous a vu naître. Errez sans réel but, mais en espérant que quelque chose, quelqu'un, vous surprenne un jour. Ce jour est arrivé. Un bruit résonne dans votre vaisseau. Un bruit inconnu. Vous vous pressez de vérifier si un bout de métal ne se serait pas détaché de la coque, mais rien. Vous inspirez profondément, puis expirez. Mais le son retentit une nouvelle fois. Vous savez que ce bruit vient d'ailleurs. Votre rythme cardiaque réaccélère et vous triturez les commandes pour localiser la source. Et ça y est, vous l'avez. Il vient d'un astre, à des dizaines d'années-lumière de votre position. Vous venez de percevoir la première émission sonore extraterrestre jamais enregistrée par l'homme. Vous réglez votre émetteur d'onde sur la position de l'astre, rapprochez votre bouche du micro et vous apprêtez à instaurer un échange. Le premier échange. Que dites-vous ? Quelles paroles ? Quels sons seraient capables de faire comprendre à une espèce dont vous ignorez tout ce que vous êtes et que vous arrivez ? Cette question, de grands astronomes se la sont posée. Depuis des dizaines d'années, des hommes anticipent cette possible rencontre et tentent de créer un objet ou un son assez représentatif de l'état de nos connaissances et de notre situation pour qu'il puisse être compris par n'importe quelle forme de vie. Il y a d'abord eu la plaque de Pioneer, censée transmettre l'image de l'homme et de sa position dans le système solaire. Puis le voyageur Golden Record, un disque avec à l'intérieur des photos de la Terre, des bruits de vent, de nourrissons et d'animaux. Un message radio a même été envoyé vers un amas stellaire à plus de 22 000 années-lumière de la Terre. Plusieurs experts ont travaillé d'arrache-pied sur la conception de ces messages censés permettre à une possible forme de vie de nous comprendre. Mais cela a-t-il un sens ? Sommes-nous réellement capables de créer ce genre de message ? Un message si universel qu'une créature inconnue serait en capacité de comprendre. Comment peut-on penser qu'à 22 000 années-lumière, une chose serait en capacité d'interpréter notre message ? Tout ça en n'ayant jamais essayé de le diffuser dans un monde rempli de créatures impressionnantes d'intelligence, les océans. Je vous propose une expérience. Partons du principe que l'on veuille rentrer en communication avec les grands cétacés. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous disais que plonger une plaque gravée ne nous apporterait pas grand-chose. Alors, comment feriez-vous pour instaurer une forme d'échange ? Et quel serait votre objectif ? Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous avez réussi à instaurer une communication avec un cétacé ? Pour certains, le sentiment d'être accepté et de partager des moments purs avec un groupe suffirait largement. Mais pour les esprits les plus cartésiens d'entre vous, ça ne serait pas suffisant. Pour échanger, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut écouter, analyser et décoder. Commençons donc par les écouter. Embarquons à bord de notre bateau à la recherche d'un cétacé. Nous sortons du port et nous nous éloignons petit à petit des côtes pour voir se dessiner l'immensité de l'océan. Après quelques minutes, un groupe de dauphins s'approche et nage sur les côtés de la coque. C'est déjà une forme de communication en soi, mais pour satisfaire nos recherches, nous avons besoin de les écouter. Alors, on plonge notre hydrophone dans l'eau et on met notre casque audio sur nos oreilles. Ce que vous entendez là est bien plus impressionnant que le bruit extraterrestre perçu au début de notre histoire. Bien, enregistrons tout ça et rentrons au port pour transférer les bandes sur le PC, puis réécoutons. Mis à part que les dauphins sifflent, rien ne vous choque ? Je vous mets sur la piste. Hormis les sifflements, les autres ondes sonores présentes sur cet enregistrement n'ont pas l'air de s'arrêter. En hauteur, je parle. Là, ce que nous voyons, ce n'est que ce que l'audition humaine perçoit. Si maintenant nous étendons la plage sonore et que nous ralentissons la vitesse de lecture pour la passer à 50%,
Les ondes émises à 40 000 Hz passent à 20 000 Hz, soit la limite de notre capacité de perception. Maintenant, réécoutons. Vous entendez ces bruits secs ? Ce sont des clics émis par les dauphins pour scanner leur environnement grâce à l'écolocalisation. Mais pas que, c'est aussi un moyen de communication. Et ce n'est pas le seul cétacé à émettre des clics. Laissons tourner notre enregistrement. Ces clics-là ne sont pas émis par un dauphin. Ils viennent d'un cachalot, probablement très loin de notre bateau, puisque ces clics sont les productions sonores les plus puissantes du règne animal, en pouvant atteindre jusqu'à 230 décibels. Ils peuvent être perçus jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres en fonction de la profondeur et de la salinité de l'eau. Et si, comme pour les dauphins, ces clics ne leur servaient pas qu'à se repérer, et si ce que l'on écoutait était une discussion. C'est l'hypothèse qu'un groupe de chercheurs américains a formulée dans les années 2000, juste avant de créer le projet SETI, une ONG qui, depuis ce jour, tente de décoder le langage des cachalots. Après presque 20 ans de plongée, d'observation, d'écoute et d'analyse, le projet SETI a rendu son rapport. Les clics des cachalots sont bien une méthode de communication à part entière. Et comme tout autre langage, ils suivent des schémas bien particuliers. Ils sont regroupés en codas qui peuvent chacun contenir entre 3 et 10 clics. Pour comparer à ce que l'on connaît le mieux, un clic peut être une syllabe et un ensemble de clics, donc un coda, peut être une phrase. 18 codas différents ont été identifiés, donc 18 phrases, si on continue notre comparaison. Chaque coda peut être émis dans l'un de ces 5 tempos, allant de 0,33 secondes à 1,26 secondes. Et on touche déjà aux limites de notre comparaison avec notre langage. Si vous modifiez le tempo d'une phrase, son sens pourra peut-être être légèrement modifié, mais ça ne changera pas radicalement le sens de votre propos. Entre « tu veux un café » et « tu veux un café », la différence est minime. Pour les cachalots, on ne connaît pas encore la signification liée à ces variations de tempo. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles existent et qu'elles leur servent. Qu'elles leur servent beaucoup même. En plus des codas et des tempos, les cachalots utilisent ce que les chercheurs ont appelé rubato. Ce sont des modulations dans la durée des clics, un peu comme s'ils pouvaient changer de ton entre chaque mot ou entre chaque phrase. Si je vous dis « tu veux un café ?» ou « tu veux un café ?» vous comprenez tout de suite la posture que j'adopte et l'état émotionnel dans lequel je me situe. Eh bien, c'est peut-être pareil pour les cachalots. Peut-être sont-ils capables de communiquer leur état émotionnel avec des clics. On se rend bien compte du niveau de complexité de leur langage, mais il y a un dernier élément. Un dernier élément qui bouleverse tout. Écoutez. Ce clic additionnel qui vient s'ajouter au coda est un ornement, une sorte de ponctuation qui peut être placée en début ou en fin de phrase. Et comme si la nature nous faisait comprendre que nous étions loin d'être la seule espèce à posséder un langage sophistiqué, les codas, les tempos, les rubatos et les ornements ne sont pas utilisés aléatoirement. Chaque combinaison a un pourcentage de chance d'être émise. Par exemple, ce coda ne peut être utilisé qu'à ce tempo ou ce tempo. Jamais ce coda n'a été perçu avec un des 3 autres tempos. De la même manière, ce coda à ce tempo a de grandes chances d'être ponctué d'un ornement, alors que ce même coda avec un autre tempo n'aura jamais d'ornement. Cette structure et cette répartition des éléments a été condensée dans un tableau. Ce que vous voyez là, c'est le langage des cachalots. Langage basé sur un seul élément, le clic. À partir d'un clic, une espèce est capable de créer un langage. Mais nous, les hommes, nous avons fait mieux. Nous avons inventé des dialectes. Nous n'utilisons pas une langue universelle. Des peuples qui arrivent à se comprendre entre eux sont obligés d'apprendre et de s'adapter pour pouvoir discuter avec d'autres peuples. Cette diversité linguistique, les animaux ne l'ont pas. Bon, en tout cas, c'est peut-être ce que vous vous dites. Eh bien, figurez-vous que si.
L'étude du projet SETI a été réalisée sur une 60aine de cachalots dans les Caraïbes. Et lorsque nous ouvrons le champ des recherches et que l'on étudie les différences qui existent entre les groupes d'une même espèce, nous nous rendons compte que les cétacés possèdent des cultures. Les codas, les tempos, les rubatos et les ornements que nous avons listés ne sont que ceux utilisés par le clan des Caraïbes. Lorsque l'on écoute d'autres clans présents ailleurs dans le monde, nous nous rendons compte que leur langage change. Les codas sont différents, les tempos varient et les ornements sont utilisés autrement. Tout cela nous montre que chaque groupe de cachalots possède une culture propre. Une culture riche qui nous montre bien que la langue pour les animaux est un outil qui peut être transmis et qui peut être appris. Alors, si les langages sont différents, comment font deux cachalots qui viennent de deux clans différents pour communiquer lorsqu'ils se rencontrent ? Eh bien, quand un mâle quitte son clan et s'en va disperser ses gènes, il ne clique plus. Il ne communique plus du tout oralement avec les autres cachalots qu'il croise. Probablement parce qu'ils sont dans l'incapacité de se comprendre, tous deux parlant une langue différente. Maintenant, retournons dans notre vaisseau, juste avant d'émettre le premier son à destination d'une forme de vie extraterrestre. Que choisissez-vous ? Un mot ? Un bruit ? Une phrase ? Mais quel mot ? Quel bruit ? Quelle phrase ? Après ce que nous avons appris sur les cachalots, j'ai l'impression que deux points fondamentaux sont à retenir. Premièrement, nous sommes loin d'être les seuls à utiliser un langage complexe. Deuxièmement, si nous avons réussi à comprendre la structure du langage des cachalots, pourquoi une autre espèce ne serait pas en capacité de comprendre la structure d'une autre ? Encore leur faut-il assez de matière, de quoi étudier. Est-ce que la manière la plus pertinente d'entrer en communication ne serait pas de parler, tout simplement, comme nous le faisons avec d'autres individus de notre propre espèce ? Nous nous entêtons à créer un message compréhensible et universel, alors que si nous recevions ce genre de message, nous serions probablement dans l'incapacité d'en déduire le sens. Mais si nous avions de quoi étudier une langue, nous pourrions essayer de comprendre, mathématiquement, linguistiquement. Et tous ces exemples, ces situations, ne traitent que du langage sonore, alors que la parole est loin d'être notre seule méthode de communication. Nous avons le langage des signes, mais plus globalement, les gestes, les contacts nous aident à transmettre des informations. Quand quelqu'un vous pose une question à laquelle vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez lui répondre que vous ne savez pas. Mais vous pouvez aussi hausser les épaules en grimaçant. Pourquoi cette diversité de langage ne serait pas présente chez les autres espèces ? Eh bien, figurez-vous qu'elles existent chez les cachalots. Nous savons que les contacts physiques sont primordiaux dans leurs relations. Très souvent, ils passent de longues minutes, de longues heures à se caresser. Dans quel but ? Ça, on ne le sait pas encore vraiment. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que c'est une composante fondamentale de leur communication. Si nous reprenons notre cachalot mâle qui quitte son clan pour s'en aller disperser ses gènes et qui ne clique plus, son seul moyen de communication devient alors le toucher. C'est par la communication tactile que les cachalots font connaissance et apprennent à se connaître. De la même manière, lorsque ce mâle revient auprès de son clan, plusieurs mois, plusieurs années après, une grande danse de caresses se dessine. Tous les cachalots qui sont génétiquement proches de cet individu s'approchent et font de ces retrouvailles un moment de tendresse. Mais le plus incroyable, et ce qui nous confirme bien que la notion de culture est omniprésente chez ces animaux, c'est que ce mâle, lorsqu'il retrouve ses proches, clique de nouveau. Il retrouve sa communauté, celle qui s'exprime avec la même langue que lui. Tous ces comportements, vous pouvez avoir la chance de les observer si, comme François Sarano, vous plongez depuis des années avec ces animaux pour les comprendre et pour les défendre. Et ce qu'il nous explique, c'est que jamais nous ne pourrons créer un dictionnaire français cachalot.
Nous aurons beau en comprendre la structure, jamais nous serons en capacité de comprendre si une forme d'ironie est communiquée par des clics, des gestes, une posture ou un état émotionnel. Alors, si nous nous arrêtions d'essayer de comprendre, si au lieu de décrypter, nous essayons de connecter, sans but, sans réel moyen de savoir ce que l'autre essaye de nous dire, juste connecter. C'est peut-être quand nous arrêterons de penser, d'interpréter, que nous serons réellement capables d'échanger. Alors, si nous revenons une dernière fois à notre expédition spatiale, que faire, que dire pour commencer cette communication? Si l'important était ailleurs, si l'important était de connecter, et que la réponse à comment commencer cet échange était peu importe.